Est-ce qu'il y a des questions à poser sur le cours d'hier? Oui? Ok. Je vous écoute. Les questions, je vous écoute, j'écoute les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, ok. Ici à Bangaté, il y a des questions. Je les répercute pour vous et j'y réponds. Oui. Ah, alors votre camarade demande la détermination du nombre d'inconnus. Ok, bonne question. Alors, je réponds, la détermination du nombre d'inconnus. Alors, le nombre d'inconnus est fonction de la modélisation. Le nombre d'inconnus est fonction de la modélisation, c'est-à-dire de votre analyse de la structure. Prenons par exemple cette structure-là. Toutes les barres sont encastrées, soit entre elles, soit avec l'extérieur. Donc, voici le modèle. D'accord? Voilà la décomposition. Donc, ici, voici comment on compte les inconnus. Chaque encastration, c'est 3 inconnus. Chaque articulation, c'est 2 inconnus. Et chaque appui simple, c'est une inconnue. Donc ici, cette barre est encastrée ici et là. Donc ça fait en tout 6 inconnus. Cette barre est encastrée ici et là. 6 inconnus, 6 inconnus, 6 inconnus. Donc ça fait 6 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. D'accord. Autre question? Oui? Ok, bonne question. Alors, votre camarade pose la question de savoir pourquoi est-ce que le travail virtuel de force interne est nul? Ok, bonne question. Voilà. Tout le monde a suivi la question? Donc, votre camarade pose la question suivante. Pourquoi est-ce que le travail virtuel de force intérieure est nul? Bonne question. Ok. Voici donc le théorème des travaux virtuels. Les forces S, grand F et petit f, ce sont des forces extérieures. Ok? Ça, ce sont les forces extérieures de volume et ça, ce sont les forces extérieures de contact. Ces forces extérieures travaillent dans le champ de déplacement virtuel. Bien. Les forces intérieures, quant à elles, ce sont les contraintes ou bien les contraintes généralisées. Et ces contraintes travaillent dans le champ de déformation virtuelle, sachant que le champ de déformation virtuelle est compatible avec le champ de déplacement virtuel. Bien. Alors, si je prends par exemple l'exemple que nous avons traité là. Voilà, prenons cet exemple-ci. Voilà. Voici le champ de déplacement virtuel. D'accord? Alors maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que ce champ de déplacement virtuel crée un champ de déformation virtuelle? C'est ça la question. Et nous y avons répondu par non, puisque ça là, c'est un mouvement rigide solidifiant. Donc un mouvement rigide solidifiant n'est pas accompagné de déformation. Ça, c'est la définition même de la déformation. Un mouvement rigide, parce qu'il y a deux types de mouvements. Un mouvement quelconque, d'accord, doit avoir donc un tenseur de déformation, soit de Bruyn-Lagrange, d'accord, soit un tenseur de déformation linéarisé non nul. Et par définition, si un mouvement est solide et rigidifiant, il n'est pas accompagné de déformation. D'accord? Puisqu'il faut bien comprendre que la déformation, ça veut donc dire qu'un point est déformé par rapport à un autre. Si ils se déplacent tous de la même manière, il n'y a pas de déformation. D'accord? Donc ça, c'est la raison pour laquelle ici, ce champ de déplacement virtuel n'est pas accompagné par son champ de déformation virtuelle. D'accord? Ce champ de déplacement ne crée pas de déformation. C'est pour ça que cette quantité-là est nulle. OK? Bien. Je réponds à votre question? OK.
Tout le monde a compris les questions et les réponses? Oui, il ne disait rien. Autre question? Oui? Oui. Ah, bonne question. OK. La fibre moyenne et la fibre neutre. Il se peut que les deux soient confondus. Il se peut que les deux soient confondus. Mais par définition, la fibre moyenne, c'est le point G, c'est-à-dire le centre de gravité. Alors que l'axe neutre, c'est le point où la contrainte est nulle, par définition. Ah oui. Il se peut que les deux ne soient pas les mêmes. Ah oui, c'est clair. Il se peut que les deux ne soient pas les mêmes. D'accord? L'axe neutre, c'est le point où la contrainte est nulle. C'est-à-dire en flexion, c'est le point qui n'est ni comprimé ni tendu. La ligne moyenne, quant à elle, c'est la ligne qui passe par les différents G, les différents centres de gravité des sections droites. Il se peut que les deux coïncident, mais il se peut aussi que les deux ne coïncident pas. Est-ce que c'est bien clair? Ouais. Autre question? Oui? Entre le centre de gravité et le centre d'inertie. Bon, le centre d'inertie, c'est tout simplement quand on prend en compte la masse. Non, quand on prend en compte la masse. Si le milieu est homogène, c'est que le centre d'inertie va coïncider avec le centre de gravité. Mais imagine une section droite où les points matériels ne sont pas les mêmes. Si la section droite n'est pas homogène, ah oui, le centre d'inertie peut différer du centre de gravité. Parce que le centre de gravité ne tient compte que de la surface. Alors que le centre d'inertie tient compte des masses élémentaires. Absolument, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Parce que le centre d'inertie, il y a le dm. Ici, il n'y a qu'un ds. Je ne tiens compte que de la surface. Est-ce qu'on est d'accord? Okay. Autre question? Non? Bon, ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc continuer. Alors là, nous avons donc exposé le théorème des travaux virtuels avec des différentes applications. On a fait quelques TD également. Voilà. Et on a donc fini par le paragraphe sur le calcul des déplacements. Alors, donc nous en étions là. Et donc, on va généraliser dans ce théorème de la charge virtuelle unité, généralisation. Donc ici, ce théorème, c'est le théorème qui permet de calculer le déplacement en un point quelconque d'une structure. Donc, soit une structure quelconque où on veut calculer le déplacement en un point. Par exemple, je prends cette structure qui est chargée d'une certaine manière, voilà, et je veux calculer le déplacement UB du point B, suivant delta B. Donc, trouver le déplacement de UB du point B dans la direction delta B. Alors, pour ça, il suffit d'appliquer le TTV des déplacements réels, puisque c'est un déplacement qu'on cherche à cette structure. Pour cela, donc, on va donc dire qu'on multiplie une cinématique réelle par la statique virtuelle. Alors, c'est cela. Donc, ça, c'est le théorème de la charge virtuelle unité. Donc, je prends cette structure. La cinématique réelle, c'est quoi? Ben, c'est la déformation due à l'effort normal, la déformation due à l'effort tranchant et la déformation due au moment précis. Vous avez dit que c'est une cinématique. D'accord? Donc, la cinématique, c'est le mouvement. Et la déformation, le déplacement crée une déformation qui est compatible. Là, cette déformation doit être compatible avec ce déplacement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cinématique. Cinématique, c'est le mouvement. Ici, maintenant, quand il s'agit des forces, on parle de statique. D'accord? Voilà. Alors, la statique ici, donc ici, on va donc prendre la même structure et on prend une force virtuelle unité placée au point où on cherche le déplacement et dirigée d'après la droite par rapport à laquelle on cherche le déplacement. Absolument.
Donc, on prend pour force l'unité dirigée suivant delta B où on cherche le déplacement. Et on applique le TTV des déplacements réels. Donc, je multiplie cette cinématique réelle par cette statique virtuelle. Cela me donne le déplacement delta B. Parce que ici, vous voyez donc ici, tout ce qui travaille ici, ce n'est que la force unité. Parce que tous les autres ne travaillent pas. Et maintenant, alors, ici, si on tient compte tout simplement de la flexion, voilà, donc epsilon R, voici epsilon R, c'est-à-dire la déformation due au moment fléchissant. Et voici la force virtuelle, d'accord, créée par l'unité, la force virtuelle unité. Voilà. Donc ici, les réactions d'appui ne travaillent pas. Et on trouve directement que le UB, c'est ça, qu'on va donc appeler tout à l'heure les intégrales de Moore. Absolument. Ici, on a supposé que seul le phénomène de flexion est significatif. On néglige, on avait dit tout à l'heure qu'on néglige les déformations dues à l'effort normal et à l'effort tranchant. Tout à l'heure, on va voir pourquoi. Dans quel cas on doit négliger cela. Absolument. Voilà. Donc, ici, pour ceux qui ont déjà fait la résistance des matériaux, ça, c'est donc une formule, on va dire quoi, concurrente à ce que vous faites souvent, c'est-à-dire que vous prenez l'équation différentielle fondamentale de la flexion des poutres. Y seconde égale à M. Et vous intégrez deux fois, vous appliquez les conditions aux limites. D'accord? Donc voilà, donc ici, vous pouvez, pour une poutre quelconque, vous pouvez utiliser soit cette formule-ci, soit l'autre. Il n'y a pas de problème, surtout pour les structures isostatiques. Pour les structures hyperstatiques, on va voir que c'est un peu plus compliqué, parce que pour calculer le déplacement en un point, il va falloir faire appel au théorème de Pasternak, que nous allons voir après. Voilà. Mais sinon, donc voilà, donc comment on calcule donc le déplacement en un point. Voilà. OK. Donc, pour ceux qui ont fait, bon, non, vous n'êtes pas encore au niveau 4, mais pour, par exemple, les topos avec qui nous avons fait les vibrations. Donc, c'est ça, là, qui nous permet de calculer le déplacement en un point. Et c'est à partir de ce déplacement-là que nous avons déduit les raideurs. Hein? Si vous vous souvenez, pour les gens de topo 3. Okay. Est-ce que tout le monde a compris ceci? Enfin, ça, c'est un théorème. Donc ça, c'est le théorème de la force virtuelle unité. Et donc là, je peux déjà faire un premier commentaire pour dire que ça, ouais, que ça là, ce n'est qu'une application du TTV. C'est la première application du TTV. C'est le TTV, la charge virtuelle unité. Bien. Ah, oui? C'est quand on calcule le déplacement. Oui. C'est lorsqu'on demande le déplacement en fonction de ça qu'on met la force. Oui, parce que c'est-à-dire que quand on vous demande le déplacement, parce que ce déplacement-ci, bon, vous pouvez le calculer dans cette direction, vous pouvez le calculer dans cette direction, vous pouvez le calculer dans n'importe quelle direction. D'accord? OK? Donc, en réalité, il faut projeter le déplacement là sur cet axe. D'accord? Et donc, quand vous choisissez votre statique virtuelle, la force-ci doit être dirigée suivant la droite delta, par rapport auquel vous calculez le déplacement. Absolument. Donc, si par exemple, je ne sais pas moi, on vous demande de calculer le déplacement dans ce sens-ci, ben, la force unité doit être aussi dirigée dans ce sens-là, évidemment. Okay? Si on vous demande de calculer, je ne sais pas moi, dans ce sens-là, si on vous demandait de calculer plutôt une rotation, donc vous allez plutôt mettre un couple unité. Donc c'est ça. D'accord? Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions à Douala et Yaoundé? Non, pas de questions. Donc là, nous allons voir, c'est le lemme de Maxwell-Betty. Ce qu'on appelle donc le lemme de réciprocité. Bon. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? On cherche le déplacement d'un point J, d'une structure, qui appartient au support de FJ, lorsqu'on appliquait en I l'effort FI. Alors, ce déplacement est égal au déplacement du point I, qui appartient au support de FI, lorsqu'est appliqué en J l'effort FJ. Et on écrit que FI fois delta IJ est égal à FJ fois delta I. Okay. En d'autres termes, on peut dire que
le travail de FI dans le champ de déplacement dû à FJ est égal au travail de FJ dans le champ de déplacement dû à FI. Absolument. C'est ce qu'on appelle donc le théorème le lemme de réciprocité de Maxwell-Betty. Bon, la démonstration, bon, c'est pas quelque chose de compliqué. Bon, tout le monde peut voir cela. Elle a dit qu'en fait, on prend une structure qui a la configuration S1 non chargée et son énergie à ce moment-là est notée W1. On charge cette structure par deux chemins différents. On applique d'abord FI. La structure va passer à la configuration F2. Ensuite, on applique FJ. La structure passe à la configuration S3. Deuxième chemin, on applique d'abord FJ. La structure va passer dans la configuration S'2. Ensuite, on applique FI et la structure va passer à la configuration S3. Bon, S3, ce S3, ça va être le même que celui-ci, puisque en fin de compte, on a toujours appliqué les forces FI et FJ. Voilà. À ce moment-là, ça veut donc dire que W3 doit être identique quel que soit le chemin. Voilà. Donc, voici le premier chemin. J'applique d'abord FI. À ce moment-là, le déplacement du point I, c'est delta I. Alors, sous FI, le déplacement de J, c'est delta JI. D'accord? Et donc là, je passe de la configuration S1 à la configuration S2. Maintenant, j'applique FJ dans la configuration S2. D'accord? Voilà. À ce moment-là, le point I va se déplacer de delta IJ et le point J lui-même va se déplacer de delta JJ. Ça, c'est le premier chemin de chargement. Pour le deuxième chemin de chargement, je fais exactement le contraire. J'applique d'abord FJ en J. Je passe à la configuration S'2. Et ensuite, maintenant, j'applique FI en I dans la configuration S'2 et normalement, je dois toujours aboutir à la configuration S3. Absolument. Alors, la différence entre W3 et W1, c'est-à-dire l'énergie de déformation, pardon, entre la configuration S3 et la configuration S1, dans les deux cas, c'est ceci. Voilà. Alors, c'est dans le premier cas, 1,5 de FI delta IJ. Bon, pourquoi 1,5? Ben, parce que delta IJ est en train d'être mobilisé en même temps qu'on applique FI. Absolument. Alors, et ensuite, maintenant, plus celui-ci, c'est ça. Donc, 1,5 de FJ delta JJ. Absolument. Et ensuite, maintenant, ce terme-ci, par contre, c'est FI fois delta IJ. C'est-à-dire que ici, quand j'ai ici, FI est déjà complètement mobilisé avant que delta IJ ne survienne. Hein, le voilà. Hein, c'est pour ça que je fais le commentaire ici que delta IJ apparaît quand FI est déjà complètement mobilisé. Absolument. Alors, si je calcule cette même différence par le deuxième chemin de chargement, on trouve ceci. Exactement pareil. Donc, pour que ces deux quantités soient égales, il faut que ceci soit égal à ça. Et donc, ce qui démontre donc le lemme de Maxwell-Betty. Voilà. Alors, delta IJ, c'est le déplacement du point I qui appartient au support de FI dans le sens de FI quand FJ est appliqué en J. Voilà. Si les forces sont des forces unités, on va remplacer le grand delta par le petit delta. Et on note donc delta le déplacement dû à une force unité. Et donc, si FI est égal à FJ égal à 1, alors le lemme de Maxwell-Betty se résume à petit delta IJ est égal à petit delta JI. Et c'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Voilà. Donc, en termes de texte, donc le plus simple, c'est de retenir ceci. C'est-à-dire que le travail de FI dans le déplacement dû à FJ est égal au travail de FJ dans le déplacement dû à FI. Et ça, le lemme de Maxwell-Betty. OK. Des questions jusque-là? Non, pas encore? À Douala Yaoundé? Alors, le théorème de Castigliano. Alors, le déplacement algébrique du point d'application d'une force sur son support est égal à la dérivée du potentiel par rapport à cet effort.
Le potentiel étant défini comme l'énergie de déformation du système. Voilà. Donc, tout ça, ce sont toujours des dérivés du TTV. Hein. Tout ça, c'est toujours des dérivés du TTV. Alors, si je note W, l'énergie de déformation, ceci, alors, on a montré en résistant des matériaux que cette énergie de déformation est égale à ça. Absolument. Voilà. Où MNT, c'est le visseur ou bien les éléments de réduction du torseur. Et donc, Castigliano dit donc que delta I, c'est d rond de W sur d rond de FI. Absolument. Où delta I représente le déplacement du point I qui appartient au support de FI, compté algébriquement dans le sens FI et dû à toutes les forces. Alors, delta et F doivent être compris au sens large, c'est-à-dire que F peut être soit un effort concentré. Dans ce cas, le déplacement est une translation. M peut être un couple, l'effort peut être un couple ou un moment. À ce moment-là, le déplacement correspondant est une rotation. Bon, ça, nous l'avons déjà dit. Bon, la démonstration, bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Le potentiel d'une structure, c'est le travail effectué par elle pour passer d'un état à un autre. Alors, s'il existe une force appliquée, le potentiel sera donc ceci, où les delta I sont dus à l'ensemble des forces. Donc, delta I, c'est la somme de delta IJ, en fait. Et comme nous avons montré que delta IJ, c'est FI par petit delta IJ, il suffit de mettre ça ici, et ensuite, on fait la dérivée, et on trouve l'expression cherchée. Donc, je crois que j'ai fait une petite application. Voilà, ça, c'est une petite application. Bon, ça, c'est très, très simple. Bon, on prend une poutre console qui est chargée uniquement par la force concentrée P. Donc, on cherche le déplacement vertical du point B, donc par le théorème de Castigliano, en supposant que le module EI est une constante. Et par définition, l'énergie de déformation, si on ne tient compte que du moment, c'est-à-dire que du phénomène de flexion, voilà, que de la flexion, voilà, du moment fléchissant absolument. L'énergie de déformation, c'est ça. Donc ici, il suffit que je détermine l'expression du moment fléchissant. Bien. Ici, comme la poutre est isostatique, ce n'est pas la peine que je détermine les réactions de liaison. Ce n'est pas la peine que je détermine les réactions de liaison. Il suffit donc que je fasse une coupure ici et j'isole plutôt la partie droite. Donc, j'isole plutôt un visseur de droite. Donc, voilà. Donc, si je fais ma coupure ici, j'ai donc l'expression de M sans avoir besoin de calculer les réactions d'appui. Voilà. Donc, voici le visseur de droite. Bon, voilà. C'est moins N, moins T, moins M. OK. Donc, et ici, si j'ai coupé en X, ça veut donc dire que cette longueur-là, c'est L moins X. Absolument. Donc, je vais donc dire que moins M, OK. Alors, si je prends le sens positif par ici, donc ça veut dire que moins P fois L moins X est égal à 0. Ça veut donc dire que M est égal à moins P fois L moins X. Bien, je prends cette expression, je mets là-bas. Voilà. Donc, je calcule. Hein. Donc, je peux sortir P carré sur 2EI et il suffit donc de multiplier ceci au carré et d'intégrer. Voilà, ça donne ça. Maintenant, YB, c'est donc d rond de oméga sur d rond de P. Ça va donc faire P fois L au cube sur 3EI. Comptez dans le sens de P vers le bas. D'accord? Voilà. Voilà un petit exemple d'application de Castigliano. Tout le monde comprend l'exemple? Hein? C'est pas compliqué, non? Tout le monde a compris l'exemple à Douala Yaoundé? Oui? Ils ont voulu trouver quoi? On peut trouver le déplacement. Voilà, on peut trouver le déplacement sous la charge P. Voilà, sous la charge P. Et donc, Castigliano dit que pour trouver le déplacement sous la charge P, on dérive l'énergie par rapport à P. Voilà. Donc, voici l'énergie de déformation comme une fonction de P. Donc, on trouve que l'énergie, c'est P carré fois L cube sur 6EI. Maintenant, je dérive donc ceci par rapport à P. Hein, donc, je prends donc 2 descend ici. De 2, là, ça part ici avec 3. Hein, d'accord. Voilà. Oui. Non, est-ce que je dérive par rapport à L? Je dérive par rapport à P. Pourquoi L doit être le carré? Je dérive par rapport à P, je ne dérive pas par rapport à L.
On est par rapport à l'effort. D'accord? Voilà. Ici, c'est P qui est la variable ici. Hein? Et quand je fais cette dérivée-là, c'est P qui est la variable. Ok. Est-ce que tout le monde a compris Castigliano là? Oui? Le déplacement implique la déformation aussi. Est-ce qu'un déplacement implique une déformation? Pas toujours, c'est ce que nous sommes en train de dire, non? Alors, bonne question. Votre camarade demande si un déplacement implique toujours une déformation. Bonne question. Bon, votre camarade a déjà posé la question tout à l'heure, j'ai répondu, peut-être que vous n'étiez pas encore là. Remontons encore pour que je vous montre très bien. Voilà. Regardez cet exemple-ci. Ça, c'est un déplacement. Ça, c'est un champ de déplacement. Mais ce champ de déplacement-ci ne crée pas de déformation. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord, ok. Alors, ce champ de déplacement-ci, ce champ de déplacement-ci ne crée pas de déformation. Tant que le mouvement est solide et rigidifiant, il n'y a pas de déformation. C'est ça la définition, puisque un mouvement solide et rigidifiant, c'est comme une isométrie. Ça conserve les distances, ça conserve les angles, ça conserve tout. Donc c'est comme si tu avais un mouvement de solide. D'accord? Un mouvement de solide ne crée pas de déformation. Vous avez déjà suivi le cours de MMC? Bon, maintenant si vous avez suivi le cours de MMC, vous ne devez pas poser cette question. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Celui qui a compris le cours de MMC ne doit plus poser cette question. Donc, ce n'est pas tous les modes de déplacement qui créent des déformations. Si le mouvement est solide et rigidifiant, il n'y a pas de déformation. Voilà différents cas. Est-ce que vous comprenez bien ça? Non, c'est bien de poser la question parce que c'est vraiment essentiel que vous compreniez cela. D'accord? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? D'accord. Donc, ce ne sont pas tous les modes de déplacement qui créent des déformations. Ok. Alors, maintenant, on a déjà vu Maxwell-Betty, on a vu Castigliano. Bon, on va voir donc maintenant quoi? On va voir maintenant quoi? Ok. Car il n'y a pas d'effort concentré appliqué au point où on cherche le déplacement. Ça, c'est le théorème de la charge de la charge fictive. Ça, c'est le théorème de la charge fictive. Bon, donc, c'est tout simplement une autre dérivée de Castigliano. Hein, c'est-à-dire que si je veux chercher, par exemple, supposons que ici, au lieu d'avoir une force concentrée, j'avais plutôt une force répartie. À ce moment-là, je ne peux pas appliquer Castigliano, puisqu'il n'y a pas de force, concentrée. Donc, à ce moment-là, il faut que j'applique la charge fictive, c'est-à-dire c'est une adaptation de Castigliano, quoi, dans le cas où il n'y a pas de charge concentrée. Bien. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets une charge fictive là où je cherche le déplacement, et puis maintenant je fais Castigliano par rapport à cette charge fictive, c'est tout. Ok, voilà. Évidemment, en précisant que comme c'est fictif, je vais ramener la charge fictive à 0. Donc, regardez l'application. Je prends cette poutre-ci où je cherche le champ le déplacement du bout de la console là. Maintenant, P est une charge uniformément répartie. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de charge concentrée au point où je cherche le déplacement. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets une charge fictive X au point où on cherche le déplacement dans la direction où je cherche le déplacement. Et je construis Castigliano. Alors, je calcule donc mon énergie de façon classique. Alors, donc, ici, la poutre est toujours isostatique. Je n'ai pas besoin de trouver les réactions d'appui pour pouvoir trouver les éléments de réduction de mon visseur. Donc, je coupe ici, j'isole, voilà. Mais maintenant, vous voyez que le moment est fonction de P et de X. Bien. Je calcule donc mon énergie de façon classique. Je sors 2 EI, je multiplie tout ça là au carré, ça va faire tout ça. Bon, maintenant, j'intègre, d'accord? J'intègre par rapport à X, donc ça fait que l'énergie ici.
Maintenant, je fais la dérivée par rapport à x, comme si c'était Castigliano. Bon, voilà. Mais maintenant, parce qu'en réalité, dans la structure réelle, il n'y a pas x. D'accord? Dans la structure réelle, il n'y a pas x. Donc, ce déplacement-là doit être donné pour x égale à 0. Et donc, ça fait donc PL4 sur 8. Tout le monde comprend ça? Tout le monde comprend le calcul à Douala Yaoundé? Oui, quand même. Ok, c'est bien. Oui? Question? Hein? Vous causez entre vous ou bien vous posez des questions? Vous êtes en train de causer entre vous ou bien vous posez des questions? Alors, je répète donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde a compris comment on a appliqué Castigliano? Comment on a appliqué le théorème de la charge fictive? De la charge fictive, oui. Est-ce que tout le monde a compris ça? Alors là, ils sont silencieux. Bien. Hein? C'est la charge fictive de ce coup. Pour la charge fictive, ok, vous voulez que je reprenne la charge fictive, ok, bonne question. Alors la charge fictive, c'est tout simplement un dérivé de Castigliano. Donc, Castigliano normalement est appliqué quand il y a une charge concentrée, au point où on cherche le déplacement. Bien. Maintenant, si on a donc un cas où il n'y a pas de charge concentrée, au point où on cherche le déplacement, alors on applique le théorème de la charge fictive. En gros, on dit que quoi? On met une charge fictive x. On fait le calcul, mais après pour la conclusion, on dit que dans la structure réelle, x n'existait pas. Et donc on dit qu'on fait x égale à 0. Donc, pour ce cas-ci, je mets une charge fictive x. Je calcule l'énergie. Voici l'expression de l'énergie. L'expression de l'énergie, alors, si je néglige l'effort normal et l'effort tranchant, l'énergie est seulement en fonction du moment fléchissant. Donc, il faut que je trouve l'expression du moment fléchissant, mais cette fois-ci, en fonction de la charge fictive x. Bon, je fais mon développement de façon classique, j'intègre, voilà, et puis je vais donc trouver oméga comme une fonction de p et de x. Voilà. Ok, je fais la dérivée, normalement, mais pour conclure, je dis que, comme dans la structure réelle, x n'existe pas, le déplacement là est fait pour le cas où x est égal à 0. Absolument. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, généralisation du théorème de Castigliano, théorème de la charge unité ou théorème de Müller-Breslau. Bien. Le travail d'une force unitaire appliquée à une structure chargée est égal au travail des forces internes qu'il développe dans cette structure dans le champ de formation élastique dû aux charges extérieures. C'est exactement dans le théorème que nous avons déjà énoncé depuis pour le calcul des déplacements. C'est exactement ça. Et vous voyez que ça, c'est vraiment un copier-coller du TTV. Exactement un copier-coller du TTV. Voilà. Donc, je prends donc le travail des efforts internes qu'il développe dans la structure. OK? Voilà. Donc, delta, c'est donc la somme de M fois M bar, N fois N bar et T fois T bar. M, N et N. M, N et T, ce sont les efforts internes dus au chargement réel. M bar, N bar et T bar, ce sont les efforts internes dus au chargement unitaire. Absolument. Donc, c'est ce que j'ai précisé ici. Effort interne créé par la charge unitaire, c'est ça. Champ de déformation élastique dû aux charges extérieures, c'est ça. Voilà. Oui. Ce sont des incrédulables de mort, absolument.
Ça, ce sont les intégrales de Moore, absolument. Ça, ce sont les intégrales de Moore. On est en train d'y arriver directement là. Bon, là, je ne les appelle pas encore les intégrales de Moore, mais on va y arriver immédiatement après là. OK? D'accord? Ça, je ne les appelle pas encore les intégrales de Moore, mais on y arrive tout de suite là. On y arrive tout de suite là. OK. Bon, voilà, bon, la démonstration, ce n'est pas compliqué, hein? D'accord? Voilà. Bon, ici, regardez donc, alors, oui, oui. Quand, lors des devoirs, oui. On est précisé par la méthodologie. Non, alors, bonne question. Non. De toute façon, si nous sommes dans la logique des structures hyperstatiques, donc tu ne peux pas aller faire une intégration, une double intégration. Est-ce que tu comprends ça? Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, ça veut donc dire que, ici, si nous disons que nous faisons la méthode des forces et tout ça, d'abord, de toutes les façons, immédiatement après, la BAC pour les intégrales va venir directement là, après. Donc, c'est à partir des ABAC que vous travaillez. Tu ne peux pas envisager d'aller faire une double intégration. D'accord? La double intégration, c'est bon quand on a une petite structure. ISO. Bon, d'accord. OK? Là. Et en général, ce sont des poutres droites, pas des portiques. Le portique, tu as plusieurs barres. À ce moment-là, ça veut dire que, imagine le nombre de coupures que tu vas faire. Même si c'est isostatique. Imagine le nombre de coupures que tu vas faire. D'accord? Donc, ici, c'est pratiquement obligé de passer par les intégrales de Moore. Pratiquement obligé. D'accord? Voilà. Donc, voilà donc la formule que nous allons donc utiliser pour calculer les déplacements. Alors, on applique ça ici. Bon, on applique ça ici. Alors, que dit ceci? Alors, nous sommes en train de dire donc que si je veux calculer le déplacement au point B, alors je dois décomposer cette structure en deux. Premièrement, je prends le chargement extérieur réel et je trouve les éléments de réduction. Je prends la même poutre et je mets une force unité là où je cherche le déplacement. Je cherche encore les éléments de réduction. Et puis, je multiplie les deux, je fais l'intégrale. Voilà ce que le théorème est en train de nous dire. Donc, c'est ça tout à l'heure, on va dire qu'en réalité, on va trouver... ici, la structure est déjà ISO. Donc, le problème ne se pose pas. Tout à l'heure, quand on va passer aux structures hyper, bon, il faut d'abord trouver la structure ISO sur laquelle on va faire cette décomposition. D'accord? Voilà. Ici, comme la structure est ISO, déjà, bon, le problème ne se pose pas. Donc, je prends la structure, je lui applique le chargement réel. Cela va me donner les éléments de réduction qui sont donc M, N et T. Je prends la même structure, je lui applique la telle au point où je cherche le déplacement, dans la direction où je cherche le déplacement. Ça me donne donc les éléments de réduction M bar, N bar et T bar. Donc voilà les deux. OK? Alors maintenant, je multiplie les deux. OK? Voilà, je multiplie les deux. Donc Y par définition, c'est donc l'intégrale de 0 à L de M fois M bar sur 2 fois EI. Donc voilà, ça fait bien P fois L moins X au cube fois dx. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, quand on va faire les intégrales de Moore, donc ici, on va faire cette intégration-là d'abord de façon analytique. D'accord? On va faire cette intégration de façon analytique. Tout à l'heure, on va voir donc la méthode graphique pour faire ce produit d'intégrale. Donc, bon, ici vous intégrez, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, bon, ça, je pense que vous savez intégrer, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait ça et vous retrouvez ça. Maintenant, alors, le théorème de Vereshchagin, c'est un théorème qui permet de trouver cette intégrale-là de façon graphique. Le théorème de Vereshchagin, c'est un théorème qui permet de trouver cette intégrale-là de façon graphique. Comment est-ce qu'on raisonne? Voici le raisonnement de Vereshchagin. Donc,
théorème de Vereshchagin ou théorème de l'évaluation graphique. On dit évaluation graphique ou bien géométrique des intégrales de Moore. Les intégrales de Moore sont donc les quantités somme de m bar sur EI, somme de n bar sur EI, somme de t bar sur EI. Et donc, l'énoncé du théorème, c'est celui-ci. Soit A, qui est la somme de A à B de deux fonctions, puisque ici, vous voyez que ici, c'est deux fonctions. Voilà les deux fonctions. D'accord? Puisque EI, c'est une constante. Donc, c'est l'intégrale de deux fonctions. OK. Alors, ici, on veut montrer que donc, cette somme-là, c'est oméga de y fois z de g de oméga. Ici, oméga et z sont deux fonctions de x, dont l'une au moins est continue et linéaire. Quelle est la fonction qui est, la fonction qui est linéaire ici? Ben ici, ce sont les m bar, hein, puisque le moment créé par une force unité, c'est quoi? Ben, c'est une distance. Hein? Hein? Où y et z sont deux fonctions. Je n'ai pas encore défini. Oméga. Je n'ai pas encore défini oméga. J'ai dit ceci. Voici, on montre que cette intégrale-ci, c'est ça. Dans ça, y et z sont deux fonctions de x, dont l'une au moins est continue et linéaire. L'intégrale de a à b du produit de deux fonctions, dont l'une au moins est linéaire, par exemple ici z, se met sous la forme du produit de deux termes. L'aire oméga y délimité par la courbe non linéaire, c'est-à-dire ici y, et les droites d'équation x égale à a et x égale à b, et l'ordonnée du centre de gravité g oméga de l'aire oméga lu sur la droite, sur le terme z de g de oméga. Ok, bon. Maintenant, voici comment on représente ça. Ok, donc voici par exemple donc la fonction y. La fonction y, c'est une fonction qui est quelconque. Mais nous sommes sûrs que la fonction z, c'est une fonction linéaire. Et je vais donc multiplier l'intégrale de ces deux fonctions. D'accord? Voilà. Bon, la démonstration est donc simple. Hein. D'accord? Je peux dire que comme z est une fonction linéaire, je peux dire que z c'est un alpha x plus bêta, c'est une fonction linéaire. Et maintenant, je viens ici, je remplace donc z par sa valeur. Voici A, voici l'expression de A. A, c'est la somme de A à B de Y fois Z. Bon, maintenant, je viens ici, je remplace Z par sa valeur. Ça va donc faire Z, Y que multiplie alpha X plus bêta. Ça va donc faire donc alpha YX plus bêta Y le tout fois DX. Donc, je suis en train d'intégrer ceci. Donc, je peux séparer, voilà. OK, je peux séparer ceci. Voilà, parce qu'en réalité, y dx c'est quoi? Regardez, y dx. Voilà. Voilà. Ça, c'est la fonction y. Y fois dx c'est quoi? Mais c'est un ds. D'accord? C'est un d oméga. OK? Y fois dx, voilà ça. D oméga, c'est un y fois dx. Voilà. Donc, ça va faire donc alpha x fois d oméga plus un bêta fois d oméga. Or, alpha est une constante, puisque ça c'est une fonction linéaire, donc je peux sortir. Bêta est une constante, je peux sortir. La somme de A à B de oméga, de D oméga, c'est oméga. Et donc oméga représente quoi? Donc ça veut dire que oméga représente cette surface-ci. D'accord? Ok. Ça veut dire que oméga représente cette surface-là. Et maintenant, la somme de A à B de x d oméga représente quoi? D'accord, ça c'est un moment statique. D'accord, ça c'est un moment statique. Ça c'est le moment statique de quoi? Ça c'est le moment statique. Je compte les x. Si je compte les x fois ds, c'est le moment statique de cette surface par rapport à l'axe des y. Si je suis en train de compter les x de oméga. Voilà. Donc, ça fait donc que ceci, c'est le moment statique. Or, par définition, le moment statique est égal à quoi? C'est égal à la surface multipliée par l'abscisse du centre de gravité. Hein? Donc, c'est ce que nous avons vu, hein? D'accord, dans le cours de RDM. Ça, c'est le théorème du moment statique. Donc, maintenant, il suffit donc que je vienne ici, je rapplique ça. Donc, ça va faire donc ceci, plus. Voilà.
Donc, or, alpha fois x de g de oméga plus bêta, c'est quoi? Regardez, alpha fois x. Donc, c'est tout simplement z de g de oméga. Donc, pour l'application de ce théorème, z doit être strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Voilà. Et y doit avoir un signe constant. Sinon, il faut décomposer les deux courbes avant l'évaluation de l'intégrale. Donc, regardons par exemple ce cas-ci. Voici, z est d'abord croissant et puis décroissant. Et puis, y lui-même, ici, garde un signe positif et là, un signe négatif. Dans ce cas, il faut décomposer. Premièrement, ici, pour que sur cet intervalle-ci, cette fonction-ci soit strictement monotone et ce signe-ci soit constant. Ici, c'est monotone et le signe constant. Ici, monotone et le signe constant. Donc, on décompose et on peut maintenant alors la somme des intégrales sur cet intervalle et sur cet intervalle. Tout le monde comprend ça? Tout le monde a compris que les chagines à Douala Yaoundé? Oui? Ok? Des questions? Bon, appliquons d'abord avant de poser les questions. Appliquons d'abord. Donc, je reprends toujours l'exemple. Au lieu de faire maintenant une intégration analytique, d'accord? Maintenant, on va faire un produit géométrique. Ok? Un produit géométrique. Donc, je dessine la courbe M. Hein? Question? Non, monsieur. Non, ok. Alors, on continue. S'il y a des questions, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. Donc, je dessine la courbe M, qui en réalité ici est Y. Je dessine la courbe M bar, qui est ici en réalité Z. Et puis maintenant, je multiplie. Voilà. Bon, mais en réalité, on ne multiplie pas ça comme ça. On lit directement ces quantités-là sur la barre. J'espère que je l'ai ici. Ou bien c'est plutôt sur l'autre page. Bon, c'est peut-être sur l'autre page. Attendez. Donc c'est ici. Ok. Bon. Je vais juste vous exposer ça parce qu'après on va faire la méthode de force après. Bah, regardez ici. Je ne l'ai pas là. Vous avez la bague, non? Hein? La bague, c'est sur quel fichier? Vous n'avez pas encore déployé tout. Voici ça. Voilà. Donc, vous partez à la page 18 du deuxième fichier. Voici la bague. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, la bague des intégrales de mort. Absolument. Bon. Moi, j'ai directement scanné pour mettre ici. Donc, si on revient ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire que ici, là, on est en train de multiplier une parabole par un rectangle. Regardez. On est en train de multiplier une parabole par un rectangle. Pas un triangle, pardon. Pas un triangle. On est en train de multiplier une parabole par un triangle. Donc, vous venez simplement ici sur la barre. Vous regardez où est-ce qu'on multiplie la parabole par un triangle. Donc, voici le triangle. Où est la parabole? Voici la parabole. D'accord? Voici la parabole. Non? Voici le triangle. Donc, vous mettez tout simplement parabole, triangle. Parabole, triangle. Ou bien triangle, parabole. C'est pareil. Donc, on voit que parabole, triangle, on dit que c'est un quart de LFI. Alors, un quart de LFI, qu'est-ce que ça veut dire? Un quart de LFI, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez ceci. Vous prenez un quart. Ok, c'est un quart. L, c'est L. L, c'est la portée de la poutre. Bon, F, c'est la base du triangle. La base de notre triangle ici, c'est quoi? La base de notre triangle là, c'est quoi?
Moins L. La base du triangle, c'est moins L. Le voici. La base du triangle, c'est moins L. Voilà. Voici la base du triangle, c'est ce qu'ils appellent L. Et maintenant, phi, c'est la base de la parabole. La base de notre parabole ici, c'est quoi? Moins PL carré sur 2. Voilà, directement l'évaluation. D'accord? Donc, vous n'avez plus besoin soit de faire l'intégration à la main, tout ça. Vous regardez directement simplement ici et ça vous donne le d'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris la lecture de la BAC? Oui. Bien sûr, c'est après les tracés de diagramme qu'on voit ça. On trace le diagramme dû aux forces réelles. On trace le diagramme dû à la force unité. Et maintenant, on multiplie les deux. Bon, pour la multiplication, au lieu de le faire analytiquement, on a donc recours à la BAC des intégrales de Moore. Est-ce que tout le monde a compris ça? Non? Je reprends? Bon, en fait, dans la pratique, on voit que même cet abac-ci là, il y a peut-être 3 ou 4 formules à retenir, pas plus. En réalité, vous pouvez retenir tout ça. Regardez ici. Rectangle, rectangle, on dit seulement que c'est 1. Rectangle, triangle, c'est 1,5. Ok. Après, rectangle, triangle, trapèze. C'est pas la peine de retenir. Parce qu'il suffit de décomposer le trapèze en rectangle plus triangle. À ce moment-là, vous allez faire donc ceci. Si vous voulez multiplier ceci par ça, vous faites d'abord triangle fois rectangle et ensuite maintenant alors triangle fois triangle. Voilà. Ok. Alors regardez, on dit triangle, triangle de même côté c'est 1 tiers. Triangle, triangle de côté opposé c'est 1/6. Ok. Ensuite, on passe au parabole parce que c'est en général les formes de courbes qu'on va voir dans les moments. Voilà. On a rectangle, parabole. C'est combien? 1 tiers. Voilà. Triangle, parabole. Triangle, parabole, dans le même sens. Dans le même sens, c'est... Dans le sens différent. C'est fini. Donc, il y a 1,5, 1 tiers, 1 quart, 1/6 et 1/12. C'est fini. Tout le reste, vous pouvez retrouver. D'accord? Donc, 1, c'est rectangle, rectangle. 1,5, c'est rectangle, triangle. 1 tiers, c'est triangle, triangle, du même côté. 1/6, c'est triangle, triangle, mais de côté opposé. 1 quart, c'est triangle, parabole. Voilà. Et rectangle, parabole, c'est aussi 1 tiers. Voilà. Alors, triangle, parabole, de même côté, c'est 1 quart. Triangle, parabole, de côté opposé, c'est 1/12. Tout le reste, on peut retrouver. Donc, voilà tout ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc, même dans la pratique, c'est d'abord. Bon. Hein? Dans un premier temps, ok, vous utilisez. Bon, il y a beaucoup de formes d'abac, même sur Internet, hein, vous prenez ce que vous voulez. Bon, moi je préfère utiliser ceci. Parce que c'est ce que moi-même j'ai utilisé. Bon, donc, j'aime garder ça. Mais sinon, sur Internet, vous tapez les intégrales de Moore, hein, à part l'intégrale de Moore, hein, il y a des formes, tout n'est pas présenté comme ça. Tous les abacs ne sont pas présentés comme ça. Mais vous tapez ça, vous prenez ce que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde comprend les abacs de Moore? La BAC des intégrales de Moore, tout le monde a compris ça? Bon, ok. Il n'y a pas de questions. Donc, je suppose que c'est bon, s'il n'y a pas de questions. Ici, il y a des questions? Tout le monde a compris? Bon, c'est bon. Ok, dernier paragraphe pour ce chapitre-ci, je vais parler des équations de Navier-Bresse. Bon, équation de Navier-Bresse, l'intérêt c'est quoi?
c'est que si j'ai les déplacements d'un point, d'une poutre, je peux déduire les déplacements en un autre avec les formules de Navier-Bresse. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit ici, formule de Navier-Bresse, expression du déplacement d'un point d'une structure en fonction du déplacement en un autre point. Bien. Alors, oui? Question? Pas de question. Okay. Alors, soit par exemple, sa poutre AB qui est chargée dans son plan, dans ses configurations initiales est déformée. Donc, voici la configuration initiale et voilà la configuration déformée. Ça veut donc dire que le point A a ce déplacement-ci. Et si je décompose ce déplacement dans le système d'axes, j'aurai la translation horizontale, la translation verticale et la rotation. Pareil pour B. Translation horizontale, translation verticale et rotation. Ce que je veux chercher dans ce paragraphe, c'est que quelle est la relation entre UA et UB? Quelle est la relation entre VA et VB? Quelle est la relation entre θA et θB? C'est ça l'objectif pour donc les équations de Navier-Bresse. Pour cela, bon, nous avons déjà vu dans le paragraphe précédent le TTV. Comment on cherche un déplacement? Ben, on peut appeler le TTV de la force unité. Donc, si je cherche un déplacement vertical, je mets une force verticale unité. Si je cherche un déplacement horizontal, je mets une force verticale unité. Si je cherche une rotation, je mets un couple unité. C'est tout. D'accord? Donc, c'est pour ça donc, que je dis que faisons travailler ce champ de déplacement réel dans le champ de force virtuelle de la poutre AB associée sous forme de poutre console avec une charge unité verticale. C'est-à-dire, si je veux trouver la relation entre les déplacements verticaux, je dois donc travailler avec une force virtuelle unité qui est verticale. D'accord? Voilà. À ce moment-là, j'écris. Bon, ici, on n'a même pas besoin d'écrire le PFS parce que la poutre est isostatique. Mais si on écrit le PFS, on peut trouver donc ces réactions d'appui. D'accord? Ici, RA plus 1 est égal à 0. Ça veut dire que RA est égal à moins 1. HA est égal à 0. Tandis que CA plus F, donc plus 1, multiplié par cette distance-ci, qui n'est autre chose que XB moins XA est égal à 0. Absolument. Maintenant, j'applique le TTV. Le travail des forces externes est égal au travail des forces internes, tout simplement. Voilà. Donc, pour cela, il faut que je trouve les forces internes virtuelles. Bon, pour trouver les forces internes virtuelles, comme cette poutre est iso, pour trouver les éléments du visseur, je n'ai pas besoin de passer par les réactions. Je coupe directement ici. Ça va donc me donner les... Je isole un visseur de droite. Donc, j'ai ici moins N, moins M et moins T. Voilà. Si je suppose que la poutre est inclinée de phi, ben je décompose. Okay. Sur l'axe des X, il n'y a rien. Sur l'axe des Y, il faut que je tienne compte de 1. Et sur l'axe des Z, alors c'est seulement le moment de 1. Voilà. Donc, ça me fait ça. Et maintenant, j'applique donc le théorème. Voilà. Et donc, voici donc la première relation de Navier-Bresse qui donne la relation entre les déplacements verticaux. Voilà la relation entre le déplacement vertical de B et le déplacement vertical de A. VB est égal à moins VA plus θA est égal à ceci. Voilà. Pour les déplacements horizontaux, c'est pareil, sauf que ici, la force virtuelle doit être horizontale. Donc, on fait des choses. Voilà. Et donc, on trouve que la relation entre UB et UA doit être ça. Et maintenant, la troisièmement, relation entre les rotations, je dois donc mettre un couple unité. Voilà. Et on trouve que la relation doit être ceci. θB moins θA doit être tout simplement égal à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relations de Navier-Bresse. Donc l'intérêt ici, c'est tout simplement que si je connais par exemple θB, je peux en déduire θA. Si je connais θA, je peux en déduire θB. Absolument. Alors, donc, en termes de commentaires, si on peut dire ça comme ça,
tout se passe comme si on se donne le point A avec des déplacements connus, UA, VA et θA, et les formules de Navier-Bresse donnent les déplacements d'un autre point quelconque B de la poutre en fonction des déplacements de A. Absolument. La structure associée pour imposer le champ virtuel des forces en équilibre est une console encastrée en A. Si on connaissait plutôt UB, VB et θB, on chercherait donc ceci, et pour cela, on encastrerait la poutre en B. Voilà. Alors, en général, on néglige les déformations d'effort normal et les déformations d'effort tranchant. Voilà, devant celles dues au moment fléchissant. En ce moment-là, les termes correspondants disparaissent. Voilà. La structure associée au champ de force virtuelle est isostatique. Pourquoi? Parce que le TTV des déformations est valable quel que soit le champ de force virtuelle. Donc, autant le choisir judicieusement, c'est-à-dire le choisir de telle sorte qu'il facilite le plus possible les calculs. Donc, c'est pour ça qu'on prend la structure isostatique. Et là, ça introduit directement la méthode des forces. On va voir là. D'accord? Voilà. On introduit directement la méthode des forces. Voilà. Donc, ça, c'est la fin du premier chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Le TTV, tout le monde comprend un peu ce que c'est? La charge virtuelle, Castigliano. Les intégrales de mort, les abats. Tout le monde a compris? Non, monsieur. Oui, posez la question. À quel niveau? Il y a un souci. Oui. Comme c'est que, monsieur, je ne sais pas si vous pouvez prendre chaque méthode et appliquer avec un exercice. Ça permet de comprendre facilement. Mais c'est ce que je crois avoir fait, non? Comme que chaque plusieurs fichiers et à un moment donné, on est même perdu. Comment ça, j'ai fait plusieurs fichiers? Non, j'ai utilisé l'autre fichier tout simplement pour vous montrer les abarres de mort, les abarres d'intégrale de mort. Sinon, pour l'instant, je suis toujours sur structure 0111.pdf. Je n'ai pas bougé de là. Pour l'instant, je suis toujours là. Et je pense que à chaque théorème, j'ai quand même fait des applications. Hein, si on revient même depuis le début, hein, quand j'ai énoncé le théorème mère, parce que ça c'est le théorème de théorème, le TTV. Hein, voici, j'ai énoncé le TTV, voilà les applications que j'ai faites. Bon, je ne sais pas quel genre d'application vous voulez encore que je fasse, mais bon. Hein, voilà, quand j'ai énoncé le TTV, ben, voilà, j'ai fait au moins 3 applications. J'ai fait, voici un TD, j'ai déterminé la réaction en C avec le TTV. Ça, c'est un TD. Bon, quand toujours là, j'ai déterminé, alors ça, c'était la réaction. Deuxièmement, j'ai déterminé le moment fléchissant au point B, toujours avec le TTV. Ça, c'est un TD, ça. Bien. Maintenant, j'ai déterminé également un effort tranchant. J'ai déterminé ici l'effort tranchant au point O avec toujours le TTV. Ça, c'est un TD, ça. Hein? Voilà. Ensuite, quand je suis passé à Castigliano, j'ai fait une application. Voici l'application que j'ai faite de Castigliano. Voici l'application que j'ai faite de Castigliano. Pour expliciter au moins le théorème. Voilà. Alors, voici l'application que j'ai faite dans le cas de la force virtuelle. De la force fictive, je veux dire. Voilà. Voici l'application que j'ai faite dans le cas du théorème de Müller-Breslau. Hein? Voilà, en appliquant directement le théorème de Vereshchagin, c'est-à-dire le théorème qui permet de déterminer graphiquement ou bien géométriquement l'intégrale du produit de ces deux fonctions. On appelle donc les intégrales de bord. Bon, maintenant, je ne sais pas quel genre de... Après, maintenant, parce que là, c'est simplement des outils. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé le cours même. Le cours même commence avec la méthode des forces. Parce que pour l'instant, on est en train seulement de mettre des outils en place. Là, maintenant, on a le vrai TD qui concerne le cours. C'est quand je vais vous demander, je vais vous donner une structure hyper statique.
et je vais vous demander de résoudre cette structure hyperstatique, soit avec la méthode des forces, soit avec la méthode des déplacements. C'est ça maintenant l'objectif du cours. Tout ça là, c'est juste des outils, hein, des outils qu'on met sur place pour pouvoir comprendre le cours. Hein? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc, vous savez, on dit que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où on va donner de vrais TD. Ça, là, c'est juste les outils. On met en place des outils pour que vous puissiez comprendre le cours. Les TD vont arriver à la suite, par exemple, du chapitre sur la méthode des forces que nous allons commencer tout de suite. Ok, je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on est d'accord là? Donc, ça veut dire que pour l'instant, à part peut-être de prendre les structures de départ là et de retrouver les degrés d'hyperstaticité. Bon, c'est ça que vous pouvez faire maintenant là. Hein? Vous pouvez mettre à profit votre temps pour faire ça. Parce que pour l'instant, c'est quand on va finir au moins la méthode de force qu'on va donc vraiment vous donner alors des TD. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord, mais il faut faire une doléance. Quand vous faites des exemples, soyez un peu plus, soyez pas rapide. Chaque fois que vous faites des applications directes du cours. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais s'il y a une préoccupation, vous m'arrêtez. Est-ce que vous m'avez arrêté avant que j'ai continué? Quand personne ne m'arrête, je suppose que ça coule, que tout le monde comprend bien. C'est bon. Hein, c'est comme ça. Donc, vous voulez que je revienne sur quel exemple? Bon, en fait, je veux savoir, tous les exemples, c'est pour déterminer quoi, la déformer ou bien c'est pour avoir l'énergie. Pour l'instant, tous ces exemples-là permettent tout simplement de calculer les déplacements. Les déplacements en un point d'une structure, pour l'instant, isostatique. Okay. Tous ces théorèmes-là, que ce soit Castigliano, la charge fictive, tout ça là, ça permet de calculer les déplacements dans une poutre isostatique. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, monsieur. Bien. Maintenant, quand je vais finir, par exemple, avec la méthode des forces, je vais vous demander maintenant de calculer un déplacement dans une structure hyperstatique. Et à ce moment-là, ça ne va plus trop rigoler. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes d'accord. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au chapitre 2, qui est donc la méthode des forces. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il n'y a pas d'autres questions. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe donc au chapitre 2, qui est donc maintenant l'exposé de la méthode des forces. Donc, on a déjà mis en place tous les outils. Maintenant, on peut entamer la méthode des forces. Alors, introduction. On a vu l'utilisation du TTV pour les structures ISO. Mais, évidemment, il est plus utile pour les structures hyper, parce qu'à la limite, on n'en aurait pas besoin pour les structures ISO, puisque le PFS suffit. Alors, on rappelle que les structures hyper, ce sont les structures où le nombre d'inconnus dépasse le nombre d'équations. Donc, ça veut donc dire qu'il faut trouver donc les équations supplémentaires qui vont permettre de lever l'indétermination du système. Hein, puisque nous avons H qui est égal à I moins E. Donc, il faut trouver ce nombre d'équations-là. D'accord? Voilà. Et pour cela, donc, on a deux méthodes. La méthode de déplacement, ou bien on appelle également la méthode des forces et la méthode des déplacements. Voilà. Donc, toujours par rapport à la dualité force-déplacement. D'accord? OK? Soit on connaît les forces et on cherche les déplacements, soit on connaît les déplacements et on cherche les forces. C'est toujours pareil. Donc, il y a toujours cette dualité-là. Alors, la méthode des forces aboutit à ce qu'on va appeler le système canonique de la méthode des forces, qui est un delta fois petit delta fois F égale à grand delta. Ça, c'est une matrice, ça, c'est un vecteur. Delta est appelé la matrice de compliance élastique ou bien la matrice de flexibilité. Ce delta-là, c'est tout simplement quoi?
c'est tout simplement les petits deltas que nous avons déterminés ici quand je vous ai parlé du lemme de Maxwell-Betty. Voilà. Et en réalité, ce sont ces petits deltas-là. Voilà, ce sont ces petits deltas-ci. Voilà, hein, ces petits deltas-là, les voici. D'accord? Les voici. Et maintenant, pour revenir aux intégrales de mort, alors si, parce que ici, les intégrales de mort ici, là, impliquent les forces extérieures et la charge fictive. Ok. Mais maintenant, si on a deux charges fictives, alors là, on aura plutôt donc des petits deltas. Alors, c'est là. C'est plus haut. Voilà, c'est ça. C'est ça. Regardez, voilà, d'accord? Donc, en réalité, ici, dans ces intégrales, vous voyez que M, c'est l'élément de réduction dû au chargement extérieur réel. Et M bar, c'est l'élément de réduction dû à la charge unité. Bon, maintenant, si les deux moments-là sont dus aux charges unités, on va donc avoir, par exemple, M bar 1 et M bar 2. À ce moment-là, cette quantité sera appelée le petit delta. Comme ça, là, cette quantité-ci s'appelle un grand delta, c'est-à-dire un déplacement. D'accord? OK. Alors, les petits delta, en réalité, c'est quand on aura donc des M bar. OK. Donc, voilà. Donc, ici, la matrice delta, c'est la matrice des petits delta que nous avons vu tout à l'heure, là. C'est appelé la matrice des compliances. Donc, ce sont les déplacements unitaires, justement. Ce sont les déplacements quand FI est égal à FJ égale à 1. Absolument. Et F, c'est le vecteur des forces. Ça, ce sont les inconnus hyperstatiques. Et dans cette équation, c'est F qu'on cherche. Voilà. Et delta, c'est le second membre. Voilà. Donc, pour la méthode de force, les inconnus sont des forces. En particulier, ce sont les inconnus hyperstatiques. Pour la méthode de déplacement, on verra que les inconnus sont plutôt des déplacements. D'ailleurs, c'est ça qui donne le nom. Méthode de force, ça on dit que les inconnus sont les forces hyperstatiques. Et méthode de déplacement, les inconnus sont des déplacements. Alors, le principe de la méthode, on suppose que la structure est hyperstatique de degré n. Il suffit donc d'appliquer n fois le TTV. Maintenant, on revient toujours au TTV. C'est le théorème mais. Ok, pour cela, on adopte le principe de superposition. On choisit d'abord une structure iso-associée où on fait un certain nombre de coupures par rapport à la structure réelle initiale. Bien. Alors maintenant, je mets ici un gros point d'interrogation. Le choix de cette structure isostatique est essentiel, primordial. Parce que si vous choisissez mal votre structure isostatique, ça peut vous compliquer les calculs. C'est pour ça que dès maintenant, là, je dis, OK, attention, le choix de la structure iso est un problème crucial. Parce que si vous faites un bon choix de vos inconnus hyperstatiques, ça va simplifier le système canonique de la méthode à résoudre. Dans la suite, quand on va faire le TD, je vais vous montrer comment on peut choisir, comment on peut bien choisir. D'accord? Comment on peut bien choisir. OK. Alors, premier exemple, on prend une structure hyper de degré 1. Voici la structure réelle. Bien. Alors, même déjà sur cet exemple-ci, ici, quand on dit qu'il y a l'hyperstaticité, c'est 1. Ça veut dire que quoi? Ça veut donc dire qu'en fait, il y a une inconnue hyperstatique. C'est-à-dire qu'il y a une inconnue de plus. On doit trouver une équation de plus par rapport au PFS. D'accord? Donc, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que... Et pour trouver la structure iso associée à ça, bon, je dois donc faire une coupure. On dit une coupure. D'accord?
Une coupure. Une coupure. Alors, je peux couper quoi? Bon, ici, j'ai combien d'inconnus? Ici, ça fait un tour. Donc, si je coupe ceci, il reste... Si je coupe ceci, il reste... Il reste tout. Et je serai iso. Ici, dans les trois-ci, je peux couper, par exemple, le moment. Pour couper le moment, qu'est-ce que je fais? Si je dis que je coupe le moment, qu'est-ce que je fais? Il suffit d'introduire une rotule. Il suffit d'introduire. Si j'introduis une rotule ici, ça veut donc dire que ici, j'aurai combien de... Avec ceci, ça fait... D'accord? Voilà. Donc ici, je peux aussi décider de couper la réaction verticale. Je laisse le couple et la réaction horizontale. Avec ceci, ça va toujours faire 3. 3, je peux résoudre avec le PFS. C'est toujours iso. Bien. Bon, mais tout le monde voit déjà que ici, la coupure la plus simple, c'est ici. Pourquoi? Mais parce que si je coupe par exemple ici, je serai obligé de, pour résoudre la structure ISO, de déterminer les réactions de liaison à chaque fois. Alors que si je coupe ici, pour trouver, comme on va dire tout à l'heure, les moments, les M et M bar, je n'aurai pas besoin de résoudre, de trouver les réactions de liaison. D'accord? Donc voici sur cet exemple-ci, comment le choix de la structure isostatique est un choix, est un problème qui est important. Important dans ce sens que, si vous le choisissez bien, vos calculs seront plus simples. Par contre, si vous le choisissez mal, ça va vous compliquer les calculs. Évidemment, ici, bon, c'est trop simple aussi. Bon, quand on va arriver aux exemples de portique et tout, alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'on va se dire, oh, qu'est-ce qu'il faut que je coupe là? Quelle est la meilleure structure ISO? Alors là, ça va commencer à être compliqué. Bon, ici, c'est encore bien simple. Bien. OK. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le B.A.B.A. Absolument. Ça, c'est le B.A.B.A. Absolument. Donc, ici, je décide de couper cette réaction pour rendre la structure ISO. Question? Vous avez compris ce que j'ai dit au sujet du choix de la structure ISO? Je rappelle. Ok, rappelons. Hein? C'est bon. Ok, c'est bon. Ok. Bon, malgré ça, je rappelle quand même, même comme c'est bon, je rappelle quand même. Hein? D'accord. Je dis ceci. Voici une structure qui est hyperstatique, parce que j'ai 4 inconnus et 3 équations. Donc, pour rentrer cette structure ISO, il faut que je supprime une inconnue. Je peux supprimer soit celle-ci, soit le moment, soit la réaction horizontale, soit la réaction verticale. Bien. Mais je dis donc, parmi ces 4 choix, le choix le plus judicieux, c'est évidemment de couper cette réaction. Pourquoi? Parce que pour déterminer les efforts internes, je n'aurai pas besoin de trouver les réactions d'appui. Donc, je vais donc prendre ceci comme structure ISO associée. Et donc, ça veut donc dire que voici la structure ISO associée. Et maintenant, j'applique le TTV de la force virtuelle unité. C'est-à-dire que je prends le même système isostatique et je lui applique la force virtuelle 1. Et je multiplie donc. Voilà. Alors, l'équation supplémentaire, c'est que quoi? L'équation supplémentaire, c'est que dans la réalité, le point B ne bouge pas. Dans la structure réelle, le point B est immobile. Donc, le déplacement du point B est égal à 0. Or, comme je suppose qu'il y a la superposition des effets. Donc, je vais supposer que le déplacement du point B, c'est le déplacement du point B dans cette structure, plus le déplacement du point B dans cette structure. D'accord? On a admis dès le départ l'hypothèse de superposition. Superposer, ça veut donc dire que je dis que l'effet d'une somme est égal à la somme des effets. Voilà. Donc, ici, on va donc dire que le déplacement du point B dans la structure réelle
est égal au déplacement du point B dans cette structure plus le déplacement du point B dans cette structure, puisque cette structure réelle se décompose de cette façon. Donc, il suffit donc que ici, je calcule le déplacement et ici, je calcule le déplacement. Bien. Mais attention, pour calculer le déplacement ici, je dois encore appliquer le théorème de la force unité. Et pour calculer le déplacement ici, j'applique encore le théorème de la force unité. Bien. Donc, ça veut donc dire que S est égal à S0 plus S1. Bien. Delta est égal à 0 parce que le point B ne bouge pas. Mais delta, si j'appelle cette structure-ci la structure S0, delta 1, 0, c'est le déplacement du point B dû à S0. Et delta 1, 1, c'est le déplacement du point B dû à S1. Voilà. Et donc, voici donc l'équation supplémentaire que je cherche. Voilà l'équation supplémentaire que je cherche. Alors, delta 1, 0, c'est quoi? C'est le déplacement de point B dû à cette structure-ci. Et delta 1, 1, c'est le déplacement du point B dans cette structure. Oui, oui. Quelle est la différence entre le deux structures hypostatique et suprastatique? Hypostatique. Isostatique. Isostatique. Mais c'est ça, voici ça, non, madame. Et la structure isostatique a autant d'inconnus que d'équations. Bon. Alors que la structure hyperstatique a plus d'inconnus que d'équations. Ici, j'ai combien d'inconnus? Je répète encore. On a 4 inconnus ici. Alors que le PFS ne me donne que 3 équations. Donc ici, nous sommes dans un cas de structure hyperstatique, puisque le nombre d'inconnus dépasse le nombre d'équations. Donc il faut donc trouver une équation supplémentaire pour pouvoir, on dit, lever l'indétermination de ce système. Maintenant, justement, pour trouver donc delta 1, 0, j'applique le théorème de la charge unité à cette structure. Ça va donc faire donc M0 fois M bar 1 sur EI. Pour trouver delta 1, 1, j'applique encore le théorème de la charge unité à cette structure. Ça donne ça. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure donc que la somme de M bar, ce sont les petits delta. Et les petits delta là, c'est justement les éléments de la matrice de compliance élastique. Absolument. Ce sont les éléments de cette matrice-là. D'accord? Donc, au bout du compte, qu'est-ce que me donne cette équation? Cette équation me donne donc que x1 est égal à moins delta 1, 0 sur delta 1. Absolument. Ici, il faut bien préciser que M, c'est le moment fléchissant dû aux charges extérieures réelles. M bar 1, c'est le moment fléchissant dû à l'effort unité. Voilà. Delta 1, 0 est égal à ça. Delta 1, 1 est égal à ça. Bon, maintenant, pour voir, regardez maintenant alors, delta 1, 0 et delta 1, 1. Maintenant, alors, je m'appuie sur les intégrales de mort. Ici. Alors, ici, delta, bon, M0, voici M0. M1, M bar 1, voici M bar 1. Donc, je dois multiplier une parabole par un triangle. Même côté, on a dit que c'est un quart. C'est tout. Donc, je mets un quart de L. L, c'est L. F, c'est ça. Phi. F, c'est 1. Phi, c'est moins PL carré sur 2. Ensuite, maintenant, M bar 1, M bar 1, c'est quoi? Voici M bar 1, M bar 1. C'est quoi? Triangle fois triangle. D'un même côté, ça fait un tiers. Un tiers de L. L, c'est L. F. F. Le voici, c'est L. F, c'est L. Phi, c'est tout L. Donc, ça fait donc L au cube sur 3. Donc, ça me permet donc de dire que x1 est égal à combien? Voilà. Alors, je n'ai pas déterminé x1. Bon, peu importe. Bon, donc ça me permet donc de dire que x1, le voici. X1, voilà, le voilà. C'est donc égal à ceci divisé par ça. Ça me donne la valeur de x1. Donc, ça va donc donner la valeur de l'inconnu hyperstatique. Ça me donne la valeur de l'inconnu hyperstatique. Mais, alors là où vous trompez toujours, c'est que quand vous trouvez les inconnus hyperstatiques, vous faites comme si le problème est déjà terminé. Alors que non.
Notre objectif, c'est de tracer les diagrammes des efforts internes dans la structure hyperstatique. Ce n'est pas de trouver les inconnus hyperstatiques. Les inconnus hyperstatiques, c'est simplement une étape. Bon, maintenant, quand on a trouvé l'inconnu hyperstatique, voilà, il faut maintenant reconstituer les éléments de réduction. M de x est égal à M0 plus la somme de xi M bar i. N de x est égal à N0 de x plus la somme de xi fois N bar i. T de x est égal à T0 plus somme de x fois T bar i. C'est ça maintenant alors qu'on attend de vous. Ce n'est pas de déterminer des inconnus hyperstatiques. Donc maintenant, il faut tracer le diagramme. Ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait. Apparemment, je ne l'ai pas fait ici. Bon, peu importe. Après, on va le faire. Après, on va le faire. Monsieur, Oui. monsieur, Oui. Monsieur, on doit prendre les valeurs dans la barre, ça doit être tel cas sur une norme calculée en gros. Non, comment ça? Non, ça veut dire que quand vous arrivez ici, bon, celui-ci vous connaissez ce résultat, c'est puisqu'on a déjà traité ça en cours, mais bon, ce ne sera pas ça tout le temps. Ici, quand vous arrivez ici, donc, voilà, quand vous avez décomposé votre structure, donc S0 vous donne M0. Le voici. S1 vous donne M1, M bar 1. Le voici. Bon, maintenant, alors vous suivez ça. Vous suivez ça. D'accord? Vous avez déjà vu que x1 est égal à delta 1, 0 sur delta 1, 1. Et delta 1, 0 est égal à ça, delta 1, 1 est égal à ça. Maintenant, alors, vous utilisez les abats, l'abab des intégrales de Moore pour trouver ceci et ça. C'est ça. Donc, une fois que vous avez ces deux diagrammes-ci, maintenant, alors, vous allez voir les intégrales de Moore. Hein? Voilà, dans la suite, là. D'accord? C'est à partir de ces deux-là que vous trouvez ceci et ça. L'avantage étant que vous n'avez plus à multiplier ceci et faire une intégration analytique. Vous allez directement sur la barre, vous lisez. OK? Est-ce que tout le monde a compris ce que là? Douala Yaoundé? Non. Non? OK. Alors, vous voulez que je reprenne? Au niveau des intégrales de Moore, là. Au niveau des intégrales de Moore, ok, bonne question. Au niveau des intégrales de Moore, bonne question. Ok. Première chose, il faut décomposer, il faut trouver la structure iso associée. Bon, je crois qu'on a longuement commenté déjà ça. Une fois que vous avez trouvé votre structure iso associée, vous allez donc trouver les sous-structures où vous allez appliquer les forces virtuelles unités. Bon, maintenant, vous résolvez chaque sous-structure, on appelle ça les sous-structures. Vous résolvez chaque sous-structure individuellement. Bon, ici, bon, on n'a que le moment fléchissant qu'on va calculer. Tout à l'heure, quand on sera dans le portique, il n'y aura pas que le moment fléchissant. Il y aura l'effort normal, l'effort tranchant, le moment fléchissant. Donc là, ça va être plus compliqué. Bien. Alors ici, comme il n'y a que le moment qui est intéressant, bon, c'est vrai qu'ici, on peut faire aussi l'effort tranchant, mais on néglige ces déformations-là. Donc, vous résolvez, quand vous êtes à ce niveau, vous résolvez ces deux structures de façon indépendante. Pour tracer les diagrammes, ça vous permet de tracer ceci. Si on était dans un portique, on devait avoir, en plus de M0, on devait avoir aussi N0 et T0. En plus de M bar 1, on devait aussi avoir N bar 1 et T bar 1. C'est ça. Bon, ici, quand vous arrivez donc ici, alors, par définition, delta 1, 0 est égal à M0 fois M bar sur EI. Voici M0, voici M bar. Donc, on dit tout simplement que c'est une parabole fois un triangle. Et parabole triangle est déjà donné par la bac des intégrales de Moore. Et on a déjà vu que parabole triangle, c'est un quart. Hein? Bon, pour déterminer M bar 1, M bar 1, voici M bar 1. Donc, vous dites donc que c'est triangle, triangle. Triangle, triangle, on a dit que c'est un tiers. Vous appliquez. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, mais ça va être compris. D'accord. OK. Bon, maintenant, ici, cet exemple-ci n'est pas terminé. Parce qu'en réalité, il faut à partir de là, maintenant, alors, construire le moment fléchissant. Alors, je ne sais pas si ici, je l'ai fait. Attendez, voir.
Bon, c'est pas grave. On va donc revenir dessus. C'est pas grave. Donc, on va donc revenir ici pour tracer le moment fléchissant maintenant alors dans la structure réelle. Voilà. Parce que notre problème, c'est de tracer les efforts internes dans cette structure. Ce n'est pas de déterminer les inconnus hyperstatiques. Non, la détermination des inconnus hyperstatiques, c'est juste une étape. Alors maintenant, on peut prendre donc degré 2, degré 3, comme vous voulez, bon, degré N, peu importe. Voilà. Bon, il y a quelques autres exemples là qu'on a résolus. Bon, mais sinon, voilà. Sinon, dans le cas général où j'ai une structure hein, pour la généralisation, structure de hyper de degré N. Voici comment va se présenter le système d'équations. Ça, c'est un système d'équations algébrique. Hein, d'accord? Ça, c'est la matrice de compliance élastique. Ça, c'est le vecteur des inconnus statiques que je cherche. Et ça, c'est ça le vecteur second membre. Voilà. Et donc, il faut donc déterminer les éléments de cette matrice. Sachant que la matrice est symétrique. D'accord? Cette matrice est symétrique puisque nous avons vu le lemme de réciprocité de Maxwell-Betty. Delta 2, 1 est égal à delta 1, 2. Donc, en réalité, il faut simplement déterminer la moitié, d'accord, le triangle supérieur de cette matrice. Ça suffit. OK? Voilà. Bon, donc pour l'instant, bon, je pense qu'on peut arrêter là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions à Yaoundé? Bon, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, la semaine prochaine, je vais plutôt finir la MMC et les vibrations. Et je vous reprends dans la semaine qui suit.